vous remercie de m'avoir invité. Je vais essayer de faire une intervention un peu issue de notre livre, donc Antisionisme, une histoire juive, pour déconstruire, pour vous donner des outils pour déconstruire l'amalgame antisionisme et antisémitisme. Parce qu'il faut des outils et des arguments, parce qu'on est, comme vous le savez, attaqué de toutes parts. Donc avec Sonia Feyman et Michel Sibony, qui sont membres comme moi de l'Union juive française pour la paix, nous avons travaillé donc à la production d'une anthologie de textes écrits par des juifs de 1885 à 2020. Et ces textes s'opposent au sionisme et annoncent ou analysent, selon l'époque, les conséquences à attendre de la concrétisation de cette idéologie sioniste, c'est-à-dire une idéologie qui a voulu la formation d'un État exclusivement juif. Donc, cet ouvrage a été notamment motivé par l'observation de l'utilisation croissante de cet amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Et donc, nous avons cherché des ouvrages, livres, articles, pamphlets, plateformes, tout ce qui permettait de se positionner par rapport au sionisme. Et on s'est aperçu qu'il y avait très peu de choses, d'ouvrages ou de textes en français. Donc, nous avons fait tout un travail de traduction et pas mal de ces textes n'étaient pas disponibles en français. Donc, nous avons traduit de l'anglais, de l'allemand, de l'hébreu, du yiddish et de l'arabe. Voilà. Donc je me propose d'aborder l'amalgame antisionisme égale antisémitisme en faisant l'historique de la naissance de cet amalgame. Alors ça sera peut-être discutable, j'ai choisi des jalons de cette construction sioniste. Puis en faisant un point sur l'antisémitisme et sa manipulation par le sionisme. Et enfin, pour en arriver à qu'est-ce que c'est l'antisionisme et comment on distingue l'antisionisme qui est antisémite, puisqu'il en existe un, il faut regarder les choses en face, de l'antisionisme égalitaire, ce que nous appelons l'antisionisme égalitaire, c'est-à-dire celui qui veut l'égalité des droits sur l'ensemble de la Palestine. Alors que, donc, je rappelle que l'antisionisme, donc égalitariste, correspond à une analyse politique, émancipatrice et antiraciste, essentiellement, qui s'oppose à l'existence d'un État juif, c'est-à-dire qui prône l'égalité des droits de tous ses citoyens en Palestine-Israël. Donc il s'oppose au régime actuel en Israël, qui est et donc l'antisémitisme, par contre, en France, est un délit. Donc l'antisionisme est plus qu'une opinion politique, est un courant émancipateur, alors que l'antisémitisme, lui, est un délit. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les politiques actuelles cherchent à criminaliser l'antisionisme, au même titre que l'antisémitisme. Donc on se trouve dans cette position. Alors partons de l'état des lieux aujourd'hui, notamment en France, avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle, vous ne le savez peut-être pas, que ce livre est paru 5 jours après le 7 octobre 2023. Et donc je vais nous mettre un petit peu en perspective avec le 7 octobre 2023. Jusqu'au 7 octobre 2023, en France et ailleurs, mais pas en Israël ni dans les pays du Sud, le sionisme n'était pas un sujet. Personne ne parlait du sionisme. Même lorsque les médias parlaient de l'occupation et de la colonisation, ils ne faisaient pas référence au sionisme, qui est l'idéologie qui est portée par l'État d'Israël. Donc, Israël et son régime sioniste n'étaient jamais remis en question. Cependant, comme vous le savez, l'antisionisme, on en parlait jusqu'au plus haut niveau de l'État, et pour le criminaliser déjà, bien avant le 7 octobre, en l'apparentant à de l'antisémitisme. Et depuis le 7 octobre, Macron et tous ses ministres ont multiplié les déclarations sur le caractère que serait le caractère purement antisémite de l'attaque, de l'antisionisme, et ils considèrent que l'attaque du sud d'Israël était une attaque antisémite
alors que c'est bien une attaque contre un pays colonisateur. C'est des colonisés qui se révoltent contre un colonisateur. Peut-être que vous ne le savez pas, cette semaine, il y a un projet sénatorial qui est un projet de loi de la criminalisation de l'antisionisme qui est en cours de discussion au Sénat. Elle s'appelle « Proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur » et donc qui vise à empêcher toute critique à l'encontre de la politique génocidaire israélienne. Je vous rapporte ce qu'a dit Aurore Berger le 20 février, c'est-à-dire hier, lors de la discussion. On nous dit qu'il serait, je cite, on nous dit qu'il serait possible d'haïr Israël sans haïr les Juifs. L'antisionisme et la critique d'Israël sont devenus des nouvelles formes de l'antisémitisme. Le 7 octobre, ils sont morts parce que juifs. Donc et il qualifie l'antisionisme comme un antisémitisme d'atmosphère. Alors là, c'est un nouveau concept du droit. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a pas de oui mais, dit-elle encore. Antisionisme, faire un bloc total et absolu. Voilà ce qu'il disait hier Madame Aurore Berger. Voilà. Alors, la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste en 2016, avait déjà commencé le travail en incluant dans ses exemples d'antisémitisme des situations d'antisionisme. On va y revenir. Depuis le 7 octobre, comme vous le savez, le traitement médiatique occidental de ce qui se passe à Gaza fait aussi l'impasse sur le sionisme, c'est-à-dire la nature profonde du régime israélien, qui est un colonialisme de remplacement, c'est-à-dire d'exclusion de l'autre, comme s'il était acquis que personne ne pouvait ou ne devait la remettre en question, cette nature profonde du régime israélien. Ce qui était devenu évident dans le cas de l'Afrique du Sud et de son régime, l'apartheid, ne l'est pas dans le cas qui nous intéresse. Où remettre en question le régime sioniste de l'État signifie, aux yeux de beaucoup de gens, remettre en question l'existence même de l'État et la présence de la population juive en Palestine. En effet, le sionisme a donc réussi à imposer l'impossibilité de séparer l'idéologie de l'État. Et c'est de l'État lui-même et de ses citoyens, c'est ce qui crée la situation dans laquelle nous sommes. Donc le sionisme a réussi à transférer, ça c'est très important, l'antisémitisme contre des individus à l'État. Et avec le concept de juif collectif. Donc c'est un concept qu'ils ont inventé pour justifier leur attaque d'antisémitisme à l'encontre de toute critique de l'État d'Israël. Alors, les faits récents, je ne vais peut-être pas vous les rappeler, je pense que vous les savez, mais ce qu'il a lieu de rappeler, c'est que la confusion entre critique de la politique israélienne, voire critique du sionisme, et antisémitisme n'en demeure pas moins la règle de la part des gouvernements, des médias publics et des institutions académiques occidentaux, voir l'exemple de l'Allemagne, voir l'exemple de la Grande-Bretagne, et même la Suisse, là, qui a rompu le contrat d'un professeur qui enseignait depuis 4 ou 5 ans. Je viens de voir ça sur Internet. Donc, ce qui aboutit au paradoxe démocratique, le fait selon lequel critiquer un gouvernement composé de ministres d'extrême droite, promoteurs d'un suprémacisme religieux, auteur de lois discriminatoires, rejetant le droit international et commettant des massacres de populations civiles, expose à se trouver soi-même accusé d'antisémitisme ou même d'apologie du terrorisme. Et la France a depuis longtemps entériné cette confusion. Et en fait, c'est toujours la même rhétorique qui est utilisée, que ce soit à Paris, à Lyon, à Amsterdam ou ailleurs, en Allemagne. Ce sont celles et ceux qui défendent le droit et la justice qui sont traités d'antisémites. Alors je vais faire une histoire de cet amalgame pour vous donner une idée du rouleau compresseur, si je puis dire. Donc, la définition
qu'on peut retrouver, j'ai repris celle de l'IHRA dont je vous ai parlé, puisque la définition de l'antisémitisme en tant que tel n'est pas un problème. On en trouve aussi dans les dictionnaires. Donc l'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui pourrait s'exprimer à travers la haine envers les individus juifs. Les manifestations verbales et physiques d'antisémitisme peuvent être dirigées à l'encontre de Juifs ou de non-Juifs, ainsi qu'envers leurs biens, envers des institutions de la communauté juive ou des bâtiments religieux. Voilà la définition. Celle-ci, personne ne peut la contester. Mais que s'est-il passé dans les 70 dernières années? L'État d'Israël s'est fondé sur un apartheid, sur une exclusion, en chassant plus de 750 000 Palestiniens, c'est ce qu'on appelle la Nakba. Et en 1975, à l'ONU, une résolution, la résolution 3379, déclare le sionisme comme une forme de racisme. Alors je vous lis. L'Assemblée générale considère que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Et alors là, c'est là qu'a commencé, même s'il y avait avant 75, comme je vais vous le préciser, un travail qui disait que l'antisionisme était une forme renouvelée d'antisémitisme, l'État d'Israël s'en est emparé de manière active à partir de cette déclaration de l'ONU. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est là... et donc, ils ont fait un lobbying tel que cette résolution a été révoquée le 16 décembre 1991. Donc, cette résolution a été révoquée. Ça doit être la seule résolution de l'ONU, à mon avis, qui ait été révoquée. Le deuxième jalon qu'on peut identifier, c'est la deuxième intifada, 2000-2004, parce que, alors que de vieilles questions sur la légitimité du sionisme sont ravivées, il devient donc urgent de les étouffer. Donc effectivement, là, il y a eu 1967 que j'ai sauté, mais oui, il y a aussi 1967, qui est là aussi quand on a appris que c'était Israël qui avait attaqué et pas les pays arabes. Donc là aussi, la communauté internationale a un petit peu s'est posé des questions. Donc en fait, il y a donc la résolution avant la résolution de 75, il y a donc 1967, la résolution de 75 et la deuxième intifada où le sionisme a été un petit peu chahuté, si je puis dire. Et donc quelques universitaires israéliens se mettent au travail autour d'une historienne qui n'est pas très connue, mais c'est elle qui a été le porte-parole et le porte-flambeau de ce travail. Elle s'appelle Dina Porat, P-O-R-A-T. Et leur objectif, c'était ouvrir donc un contre-feu aux critiques adressées à Israël pour son recours à la force meurtrière face aux Palestiniens, ou contre les Palestiniens. Le but de Madame Porat était de créer une nouvelle définition de l'antisémitisme, comme si celle qui existait avant ne convenait pas, qui assimilerait les critiques contre Israël à la haine des Juifs. Donc on voit bien ce glissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment le nœud de l'affaire, le passage au juif collectif, le passage à l'individu, à une entité collective. Mais on ne peut pas être antisémite contre un État. D'un point de vue, c'est absurde, c'est contre des personnes qu'on est antisémite, pas contre un État. Mais il y a eu ce glissement vers ce juif collectif, et on va retrouver ça tout au long de la conférence. Et le quatrième jalon, c'est la conférence de Durban en 2001. La conférence de Durban, qui est encore une conférence de l'ONU, contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, s'est donc tenue en Afrique du Sud. Et elle a été l'occasion de débats houleux, puisqu'il y a eu un appel lancé par certains pays arabes en vue de rétablir la résolution 3379, qui avait donc été annulée en 1991. Et
mais bon, ça n'a pas réussi. Et donc il faut noter que ces événements, Intifada, enfin 67, Intifada d'Al-Aqsa, conférence de l'ONU contre le racisme à Durban, ainsi que le 11 septembre 2001, qui a été quand même un basculement et qui a considéré que Israël était le fer de lance de la lutte contre le terrorisme. Donc ça a été pourquoi les États occidentaux sont si protègent Israël de manière si inconditionnelle. Il y a aussi tout le côté géopolitique qu'on n'abordera peut-être pas, peut-être dans les questions. Donc la politique du gouvernement israélien visant à exercer une hégémonie sur la surveillance et la lutte contre l'antisémitisme était en suspens avant 2001 en fait. C'est après Durban, après tous ces événements, ils ont considéré que la lutte contre l'antisémitisme devait devenir une arme pour eux. Et donc c'est essentiellement après 2001 que les gouvernements israéliens ont réellement mis en place leur stratégie de lutte contre l'antisémitisme en faisant ce glissement dont je vous ai parlé. Et au niveau des institutions israéliennes, c'est le ministère des Affaires stratégiques qui a eu plusieurs vies, mais dont la dernière a été assurée par Netanyahou en 2015 et qui joue un rôle central pour combattre les tentatives de mettre en cause la légitimité d'Israël sous la forme du sionisme. Attention, il faut toujours garder à l'esprit que jamais ce n'est pas la légitimité de l'existence d'un pays dans lequel des juifs pourraient y vivre. Ça existe, c'est un fait accompli. Mais c'est la légitimité du sionisme qui est remise en cause. Et donc ce ministère des Affaires stratégiques, l'une de ses premières attaques a été contre la campagne BDS, boycott des investissements sanctions, qui a été considérée comme une campagne antisémite. Mais bon, ça c'est une victoire de l'Europe, puisque la CEDH a considéré que ce n'était pas un mouvement antisémite et que ça faisait partie de la liberté d'expression de rappeler qu'il y a un colonialiste qui importe des produits faits dans les colonies, notamment, c'est pas que ça, et qu'il y a lieu de boycotter en fait l'ensemble des produits israéliens vu la manière dont ils se comportent. Alors, quelle a été la stratégie israélienne à ces différents jalons dont je vous ai parlé, qui mettaient à mal donc la légitimité du régime sioniste? Il y a Abba Eban, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a été un ministre des Affaires étrangères d'Israël entre 1966 et 1974, avait détecté l'apparition d'un antisionisme durant ces années-là, avant 70 même, avant 75. Il y a par exemple en Israël Matzpen, qui malheureusement a disparu, qui était un mouvement d'extrême gauche, internationaliste, et qui prenait donc un internationalisme et la fin du sionisme, donc qui était un mouvement qui se déclarait antisioniste à l'intérieur d'Israël. Il y a eu les Panthères noires israéliennes, issues des Mizrahim, qui aussi avaient une position, même s'ils ne le disaient pas clairement, mais ils défendaient les Palestiniens, donc ils avaient d'une certaine manière une position antisioniste. Et donc, il avait identifié Abba Eban l'existence de cet antisionisme, et donc il était bien en avance sur son temps, et il le considérait, lui, comme effectivement un nouvel antisémitisme. Et il l'a écrit dans un article de 1973, Abba Eban, dans le Congress B Weekly, une publication périodique du Congrès juif américain. Donc, selon Abba Eban, l'ancien antisémitisme classique déclarait que les droits égaux appartenaient à tous les individus au sein d'une société, sauf pour les juifs. Le nouvel antisémitisme affirme que le droit d'établir et de maintenir un État national souverain et indépendant est la prérogative de toutes les nations tant qu'elles ne sont pas juives. Voilà comment il l'a exposé, l'antisionisme et son lien avec l'antisémitisme. Vladimir Rabbi, qu'on cite dans notre livre, qui était un magistrat, écrivain et historien du sionisme,
pointait en 1972, donc même avant Abba Eban, la trahison des intellectuels juifs français. Et il faut savoir, même si vous les aimez bien, pour leurs travaux, qu'aussi bien Lévinas que Yankelevitch, dans les années 1970, n'hésitaient pas à considérer l'antisionisme comme la nouvelle forme de l'antisémitisme. Je veux dire, comment être philosophe, être pour l'hospitalité et avoir des propos de ce type, c'est tout à fait contradictoire. Donc, quelle est cette notion du nouvel antisémitisme, qui serait donc l'antisionisme? Ce qui a été développé par les tenants de l'existence de ce nouvel antisémitisme dans l'État d'Israël est que le judaïsme et le sionisme ne font qu'un. Ça, on le développe pas mal dans notre premier chapitre, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le sionisme et judaïsme. C'est effectivement en assimilant le judaïsme et le sionisme qu'on crée déjà un premier élément de l'amalgame. Et en assimilant le sionisme au racisme dans la résolution 3379 de l'ONU, la question est passée de la recherche d'une solution politique, qu'elle soit imposée par la force ou par la négociation, à la remise en question du fondement même de l'existence d'Israël pour les sionistes. Donc ils considèrent, non, ça passe de racisme et est-ce qu'on fait une négociation à vous voulez détruire Israël, mais on l'entend depuis le 7 octobre tout le temps. C'est ce qui les a donc conduits à développer une stratégie en miroir et à considérer que toute critique d'Israël était antisémite, y compris l'antisionisme, dont les héritiers étaient pour la plupart juifs. Donc l'antisionisme juif est l'un des grands antisionismes, est le principal antisionisme encore aujourd'hui. En fait, l'expression nouvel antisémitisme est apparue dans les années 1990, mais son utilisation ne s'est répandue que dans les années 2000. Et cette expression incluait non seulement une haine menaçant les juifs, les communautés juives et l'État juif, mais aussi l'idée que l'antisionisme est de l'antisémitisme et qu'Israël est ce fameux juif collectif parmi les nations et qu'il est donc en droit de refuser la critique de l'État d'Israël. Voilà. Donc c'est bien cette Dina Pora qui a été aux manettes. Donc l'argument utilisé par les gouvernements sionistes, c'est cet argument du juif collectif. Et en tout état de cause, étant donné qu'il était tout à fait clair que l'antisémitisme présumé dirigé contre l'État d'Israël et le sionisme était au cœur des conceptions de ce nouvel antisémitisme, toute nouvelle définition devait se concentrer sur ces cibles et évacuer les définitions précédentes telles qu'elles prospéraient avant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, et celles que dans l'extrême droite, la haine des Juifs, point. Donc, première étape, c'est réagir à la deuxième intifada, la conférence de Durban, 1967 et le 11 septembre. Il y a d'abord eu Taguieff, qui a écrit le livre La nouvelle judéophobie en 2001, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a eu en Israël même, et on en parle, un Sharansky, qui a développé le test des 3D, démonisation, double standard et délégitimation. Alors, démonisation, ça veut dire quand l'État juif est diabolisé, les actions d'Israël sont exagérées, donc je cite, de façon disproportionnée. Les Israéliens sont comparés aux nazis, les camps de réfugiés palestiniens à Auschwitz, et donc ils considèrent c'est de l'antisémitisme. Le deuxième D, c'est double standard. La critique d'Israël est appliquée de manière sélective, dit-il. Israël est singularisé par l'ONU pour des violations des droits de l'homme, tandis que les principaux contrevenants sont ignorés. C'est de l'antisémitisme, dit ce test des 3D. Délégitimation, c'est le troisième élément. Quand le droit fondamental d'Israël a existé et nié, seul parmi tous les peuples du monde, c'est de l'antisémitisme. Vous voyez bien comment c'est des mécanismes de détournement de la réalité. Donc cette idée est en plus
ce régime, enfin ce test des 3D, fonctionnerait en lien avec le réseau de résistance arabe du Proche-Orient et serait composé d'organisations et d'individus situés en Occident, principalement issus bien sûr de la gauche radicale européenne, de groupes arabes et islamiques et de juifs et israéliens antisionistes qui nient le droit d'Israël à exister en se basant sur une variété d'arguments politiques et philosophiques. Maintenant, ça s'appelle l'islamo-gauchisme. Hein. Ça a changé de nom. Donc cette alliance entre extrême gauche, nationalisme arabe et islamisme a été élaborée par un think tank israélien qui s'appelle Rehout, on en parle aussi dans le livre, qu'il a exposé à la conférence des décideurs israéliens en décembre 2004 à Herzliya en Israël, en présence de Nicolas Sarkozy. Et elle sera adoptée par la Hasbara, donc c'est 3D. La Hasbara, c'est la propagande, c'est un mot hébreu qui veut dire propagande, et deviendra un mantra diffusé internationalement et un outil efficace d'intimidation, comme vous le savez encore aujourd'hui. Donc, à coup d'action en justice et de matraquage médiatique, l'amalgame entre la critique d'Israël et l'antisionisme, et l'antisémitisme s'installe donc dans les esprits et chez les gouvernants pour lesquels cela constitue une aubaine, puisque au moins en Europe, il y a un courant un courant islamophobe très fort, notamment en France. Donc parallèlement à ces éléments-là, se met en place cette fameuse définition de l'antisémitisme qui aboutira à la définition de travail de l'IHRA, qui est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, en 2016. Alors, il y a eu tout un travail qui a commencé en 2005, mais je vais vous l'épargner, et donc qui ajoute à une définition de ce qu'est l'antisémitisme depuis longtemps des exemples qui incluent la critique d'Israël et l'antisionisme. Et parmi ces exemples, le refus du droit à l'autodétermination des Juifs, en affirmant par exemple que l'existence de l'État d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste, dans les exemples. Et le traitement inégalitaire de l'État d'Israël, à qui l'on demande d'adopter des comportements qui ne sont ni attendus, ni exigés de tout autre État démocratique. Donc cette instrumentalisation de la définition a d'ailleurs été condamnée par le juriste qui en est le principal auteur, et par une centaine d'organisations, y compris juives et israéliennes. Le problème principal de cette définition, c'est donc les exemples. La définition elle-même est courte, et sur ces 11 exemples, il y en a 6 qui assimilent la critique d'Israël à l'antisémitisme, et 2 d'entre eux font référence à Israël sans mentionner le peuple juif. Au même titre que tous les pays, Israël ne devrait pas être à l'abri des critiques. Évidemment, c'est dans le cadre de l'analyse géopolitique, et on peut se demander pourquoi, digression, Sciences Po Paris a été aussi violemment répressif contre les étudiants qui ont manifesté leur soutien au peuple palestinien. Je veux dire, si on ne peut pas débattre de géopolitique à Sciences Po, c'est une question. Donc cette définition anodine ne sert en fait qu'à introduire une série d'exemples pédagogiques et pour cadenasser toute critique de la politique israélienne. Et en fait, donc c'est vraiment une réussite. Hein. Israël a réussi cela. La plupart des États, le texte est donc adopté en mai 2016 pour devenir une définition opérationnelle juridiquement non contraignante de l'antisémitisme, et la plupart des États européens s'en sont emparés puisque ça leur servait par rapport à leur politique interne. Et le processus s'accélère. Le Royaume-Uni et l'Autriche sont les premiers à l'adopter. En décembre 2018, le Conseil de l'Europe invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à approuver ce document. En France, il est voté
à l'Assemblée nationale en novembre 2019. Enfin, c'est une résolution, donc c'est pas une loi, c'est la résolution Maillard que vous devez connaître. Et le résultat est très médiocre. Mais et il faut souligner que en France, soi-disant, cette résolution est adoptée sans les exemples, mais toutes les répressions ultérieures ont toujours justifié leur décision sur la base de cette définition, incluant les exemples. Donc, le sort de ces exemples, dont plus de la moitié est susceptible d'interprétation abusive, est révélateur. En France, le Conseil national consultatif des droits de l'homme met en garde contre l'adoption de cette définition, mais ça n'a pas changé la donne. Et les projets de loi en discussion dont je vous parlais au début font référence à cette définition de l'IHRA pour justifier leurs travaux présents. Alors, en juin 2023, il y a le Centre européen de soutien juridique qui est basé aux Pays-Bas, qui publie un rapport inquiétant, donc plusieurs années, de 2016, puis en France 2019-2023, publie un rapport inquiétant sur la violation des droits à la liberté d'expression et de réunion dans l'Union européenne, par le biais de cette définition qui est soi-disant de travail de l'IHRA. Donc, à partir du recensement de plusieurs centaines d'incidents entre 2017 et 2022, ce centre démontre que la définition, bien que prétendument non contraignante, est interprétée, comme je viens de vous le dire, et utilisée comme s'il s'agissait d'une loi. Les défenseurs des droits des Palestiniens, qui sont pris pour cible, subissent toute une série de conséquences injustes et préjudiciables, notamment la perte de l'emploi et l'atteinte à la réputation. C'est un phénomène particulièrement fréquent au Royaume-Uni, où plus de 200 établissements d'enseignement supérieur, la définition est désormais partie des procédures disciplinaires relatives à l'antisémitisme. Reste une question essentielle par rapport à cette stratégie qui a priori réussit, entre guillemets. En quoi ce terrorisme de la pensée fait-il reculer l'antisémitisme ? Ne produit-il pas plutôt son contraire ? Car lutter contre ce fléau, c'est justement dénoncer sans faiblir l'iniquité et l'injustice, en rendant hommage à une culture juive qui, en dépit d'Israël, contribue depuis si longtemps au développement des démocraties et au respect des droits humains dans le monde. Et comme on le voit depuis le 7 octobre où la répression se poursuit sur la même base, l'antisémitisme n'a pas disparu, bien au contraire, même si l'islamophobie a cru plus fort que l'antisémitisme, bien entendu. Alors maintenant, mon deuxième chapitre, c'est les relations entre le sionisme lui-même et l'antisémitisme. Parce que si nous considérons que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, par contre, je vais vous montrer que le sionisme a des liens très forts avec l'antisémitisme. Et c'est peut-être par projection qu'il le projette sur l'antisionisme, allons savoir. Donc dès le départ, Herzl, il était proche de Drummond quand il était en France, et son livre a été recensé dans le journal de Drummond, d'extrême droite et antisémite, comme vous le savez. En 1905, il a été en Grande-Bretagne soutenir Lord Balfour quand il était à ce moment-là Premier ministre, c'est bien avant 1917, et qui l'a soutenu parce que Balfour voulait faire une loi contre l'émigration des Juifs en Grande-Bretagne, pour limiter drastiquement et même interdire l'émigration des Juifs de l'Est, puisqu'il y avait 1903, c'est l'époque des pogroms en Russie tsariste, et donc il a été soutenir Balfour à cette époque-là. Donc en fait, il se donne de façon pragmatique, Herzl, une mission dans laquelle le sauvetage des Juifs s'inscrit dans un projet de colonisation de la Palestine, favorisé par les puissances impériales de l'époque, dont la Grande-Bretagne,
qui correspond en même temps à une opportunité de limiter la population juive de ces pays. Et là encore, ça faisait le jeu de la politique des pays concernés, puisque l'Europe était très antisémite au début du XXe siècle, et le fait que quelqu'un leur propose de faire partir les Juifs leur allait tout à fait. Donc on voit bien, en fonction des politiques, aujourd'hui c'est l'islamophobie, à l'époque c'était les Juifs, mais c'est le même principe qui est en jeu, c'est les politiques d'émigration et d'immigration qui jouent un rôle moteur dans l'extrême droite depuis toujours. Donc, il est assez antisémite, Herzl, contre les populations juives d'Europe de l'Est et centrale, qu'il considère comme des va-nu-pieds. Enfin, il a des langages très très durs. Il les traite même de youpins. Enfin, il a un vocabulaire assez incroyable. Aujourd'hui, qu'on ne s'autorise pas aujourd'hui, puisque c'est un délit, l'antisémitisme. Et donc, il n'exprime aucun doute sur l'ostracisme que font les différents pays occidentaux. Alors, est-ce qu'il le fait consciemment? On ne sait pas. Ce qui apparaît en revanche, c'est qu'il a eu une approche ambivalente de l'antisémitisme. Il en a d'abord subi lui-même les manifestations dans son enfance, à Budapest et à Vienne. Il a été à l'époque où il y avait Luger, le maire antisémite de Vienne, sans s'engager pour autant dans un combat contre l'antisémitisme. Par la suite, au cours des années qu'il passe en France, il redécouvre l'antisémitisme à travers l'affaire Dreyfus. Mais plus largement, il en perçoit le poids des sentiments et de l'expression anti-juive dans la vie politique. Il écrit alors dans son journal « À Paris, je suis parvenu à une approche plus libre de l'antisémitisme que j'ai commencé à comprendre d'un point de vue historique et à excuser. » Voilà ce que dit Herzl. Donc excuser l'antisémitisme, c'est se placer du point de vue de ceux qui jalousent les Juifs ou qui les méprisent, peu importe le motif, et de là à aller dans leur sens et à vouloir débarrasser les pays d'un groupe qui se serait considéré toujours comme différent, c'est un pas qu'Herzl franchit d'autant plus facilement qu'il fait bien la différence entre la bourgeoisie juive assimilée, dont il est, et les masses juives qui lui sont étrangères et qu'il considère qu'il vaut mieux les envoyer ailleurs. Donc, il y a aussi l'antisémitisme du gouvernement britannique, l'Empire britannique. Balfour, en 2017, mais vous le savez, a fait cette fameuse déclaration Balfour qui dit « Le gouvernement de Sa Majesté considère favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne doit être fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Vous notez que les Palestiniens ne sont pas nommés, il n'est question que de communautés non juives vivant en Palestine, ce qui souligne le parti pris sioniste de la déclaration Balfour. Par ailleurs, Balfour était un évangélique qui était donc lui-même antisémite, comme tous les évangéliques sionistes, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le sionisme a donc montré une certaine passivité face à la montée de l'antisémitisme au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres et pendant le génocide et après le génocide. Donc, il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme par le sionisme dans l'absence de lutte contre l'antisémitisme de la part des tenants du sionisme des débuts, en dehors des efforts engagés pour faire venir les Juifs en Palestine. Donc, tout ce qui permettait de faire venir des Juifs en Palestine, ils le soutenaient, mais le reste, et défendre les Juifs qui vivaient en Europe et qui étaient soumis au nazisme, ça ne les intéressait pas. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu les accords de Havara en 1933,
par lesquels les dirigeants sionistes se sont mis d'accord avec les nazis sur un système permettant à des juifs allemands fortunés, de 50 000 à 60 000 personnes, d'échapper aux interdits du nazisme avant la mise en œuvre de la solution finale en facilitant leur émigration en Palestine, avec seulement une partie de leur patrimoine, le reste étant donné aux nazis. Pierre Stamboul rappelle dans son livre « La Nakba ne sera jamais légitime » que le placement de leur argent dans une banque juive en Palestine a permis, en échange de la sortie de ces juifs, des ventes de quantités de marchandises de l'Allemagne à l'établissement juif en Palestine. Alors que l'Europe boycottait le nazisme, il y a eu des échanges commerciaux entre la Palestine et les nazis dans ce cadre de ces accords. Donc les dignitaires sionistes qui travaillaient à la création de l'État d'Israël ont donc mis tous leurs efforts sur ce projet et ont fait passer au second rang la possibilité de s'opposer à la montée du nazisme. Les Ben Gourion et consorts rejoignent ainsi la position de Herzl que je vous ai mentionné tout à l'heure. Indifférence ou impuissance, soyons indulgents, la question se pose. En tout cas, pour eux, ce n'était pas la priorité. Et après le génocide, là, c'est pareil. Le sionisme, fondé sur la volonté de fabriquer ce qu'ils ont appelé un juif nouveau pour s'opposer aux juifs diasporiques, puisqu'on appelle le juif hors de la Palestine le juif diasporique, qu'ils considéraient comme un juif faible. Ils ont voulu, et qu'ils méprisaient. Donc en fait, les juifs qui sont restés en dehors de la Palestine, et sont encore méprisés par les Israéliens, qui considèrent que c'est eux qui ont repris le flambeau dans l'histoire, ça on le montre bien dans le livre, et qu'ils ont fait un juif nouveau, qui est du côté de la masculinité, alors que les juifs diasporiques qui se sont laissés faire, entre guillemets, pendant la Deuxième Guerre mondiale, seraient plutôt du côté du féminin et de la faiblesse. Voilà, c'est les termes, c'est de l'idéologie qui circule dans le sionisme. Et donc ils considèrent que les juifs de diaspora, il faut lutter contre par l'existence de ce juif nouveau, qui est en fait maintenant un juif militaire. Je veux dire, c'est un Israélien. L'Israélien, pour nous, enfin, c'est plutôt un militaire. C'est la militarisation qui a construit ce juif nouveau. L'historien Tom Segev, qui fait partie des nouveaux historiens, écrit dans son ouvrage « Le 7e million ». L'avis général était que la valeur humaine des habitants d'Eretz Israël, c'est le nom qu'on donne à Israël pour dire la terre d'Israël, était supérieure à celle des immigrants et que c'était les premiers et non les seconds qui réaliseraient et qui réalisaient la révolution israélienne. C'est-à-dire, après la guerre, les réfugiés de l'Holocauste qui sont venus en Israël étaient méprisés. Ça a un petit peu changé au moment du procès Eichmann, mais en fait, le procès Eichmann a été utilisé comme une instrumentalisation de la Shoah plutôt qu'une défense des réfugiés qui venaient d'Europe, qui ont toujours été maltraités par le régime israélien sioniste, il faut le dire. Bien sûr, après la création de Yad Vashem, qui est le lieu du souvenir, par une loi en 1953, et puis à partir du procès Eichmann, comme je viens de vous le dire, ils les méprisent moins, mais en fait, il va y avoir encore, comme je viens de vous le dire, une instrumentalisation. À chaque fois, on récupère ce qu'on veut pour justifier ce qu'on fait. Donc Israël adopte un nouveau regard sur le génocide et sur ses rescapés, mais il sera revendiqué et proclamé par Israël, qui s'en fera le dépositaire devant le monde entier. Et nous avons organisé, ça c'est une petite digression, le 25 et le 26 janvier, puisque le 27 janvier c'était les 80 ans de la libération d'Auschwitz,
l'UJFP et CEDEC, les deux organisations juives antisionistes de France, un colloque qui a réuni nombre d'universitaires qui se penchaient sur la question de l'Holocauste et de son implication dans le présent. Je veux dire, les historiens analysent toujours, et par exemple Chapoutot le dit à chaque fois qu'il fait une intervention, l'historien, pour examiner les événements du passé, s'appuie toujours sur sa connaissance du présent. Et on nous a reproché, bien entendu, de réfléchir aussi au génocide à Gaza dans le cadre d'une étude plus générale des génocides, puisque notre colloque portait sur le fait génocidaire, et depuis nous sommes très attaqués par la droite et l'extrême droite. Mais c'était un travail de réflexion, et c'est important, et les universitaires doivent continuer à pouvoir s'exprimer, sinon il n'y aura plus de recherche en France. Vous pouvez aller voir d'ailleurs ce colloque, il est enregistré et il est accessible sur notre site. Donc en fait, le sionisme se dit la solution à l'antisémitisme, il se présente comme le refuge de tous les juifs du monde contre les persécutions, et que remettre en question cet État, c'est de l'antisémitisme, mais en fait, on voit bien que leur base de départ, c'est le lien avec l'antisémitisme, et le nombre de juifs antisionistes le rappelle clairement dans notre ouvrage. Est-ce qu'il existe des antisémites qui sont sionistes? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les évangéliques américains, mais il y en a aussi au Brésil, enfin en Amérique du Sud et un peu en Afrique. Commence à se développer le courant évangélique en Europe aussi. Ce sont des sionistes antisémites. Pourquoi ils défendent le sionisme? Parce que quand tous les juifs seront en Palestine, à ce moment-là, le Christ ressuscitera. Mais si les juifs ne se convertissent pas, ils seront exécutés. Donc voilà ce que c'est le sionisme évangélique. Et Trump, il est antisémite. Et bon, je ne vous citerai pas tous les... Elon Musk est antisémite. Et tout le gouvernement quasiment tout le gouvernement, je ne veux pas m'avancer, de Trump est antisémite, mais sioniste et défend inconditionnellement l'État d'Israël. Voilà. Donc il existe bien des antisémites qui sont sionistes et des antisémites qui sont favorables à Israël. Et je peux vous citer, je ne sais pas si vous l'aviez noté, des propos de Marine Le Pen, qui a affirmé que le Front National a toujours été sioniste et que le Front National, historiquement, a toujours été pour la création d'un État juif. Ben oui, évidemment. Je veux dire, si les Juifs s'en vont, c'est autant... Voilà, ça fait partie de la politique du Front National puis du Rassemblement National. Et elle a fait ces déclarations le 29 mai 2024 dans une interview à LCI, que vous pouvez retrouver, dans le contexte donc, des suites de l'attaque du 7 octobre 2023, donc en cherchant à positionner le Rassemblement National comme un soutien d'Israël et un bouclier pour les Juifs français contre l'antisémitisme et l'islamisme. Donc on voit bien les articulations actuelles qui se développent et se déploient. Donc il est important de noter que malgré ces déclarations, des études comme celle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH en France, montrent que c'est toujours dans l'électorat du FN et du RN que les préjugés antisémites sont les plus répandus, contrairement à ce qu'on nous dit et que les médias de Bolloré déclarent à journée continue, que c'est l'extrême gauche et la gauche qui sont antisémites. Donc,
actuellement, les liens entre sionisme et antisionisme sont clairs. Je ne vais pas revenir dessus, je viens de vous le préciser. Mais dans son article, je vais faire une référence à Gideon Levy, qui est aussi, pour lequel il y a aussi un texte dans notre livre. Il avait écrit un article, c'était au moment de la première élection de Trump, je crois. Oui, ou un peu avant, c'était en 2016, pendant la... Il dit dans un article qu'il a intitulé « Nos amis antisémites », il écrit dans le journal Haaretz, oui, juste après la victoire électorale de Trump, c'est bien ça, « Tout à coup, il n'est plus si horrible d'être antisémite. Soudain, il est devenu excusable de haïr les musulmans et les arabes, à condition d'aimer Israël. Les droites juives et israéliennes ont décrété une large amnistie aux amants antisémites d'Israël, et ce sont ces derniers qui vont bientôt exercer le pouvoir à Washington, et, je rajouterai, et qui y sont revenus. » Voilà, j'arrive à l'antisionisme. Ça va, vous tenez le coup? Donc, dans notre livre, beaucoup d'auteurs soulignent, notamment dans notre chapitre sionisme et antisémitisme, mais pas que, la ressemblance entre la solution sioniste et la solution antisémite, se débarrasser des Juifs ou partir volontairement en créant son propre État-nation. De fait, donc, le sionisme n'a pas combattu l'antisémitisme. Sionistes et antisémites partagent l'idée que les Juifs doivent quitter leur pays d'origine pour rejoindre cette terre qu'ils appellent Israël. Donc ce fameux Juif nouveau, qui s'oppose aux Juifs de la diaspora, a été mis en avant par le sionisme. On peut dire que ce concept de Juif nouveau a lui-même de forts relents d'antisémitisme. Le sionisme manipulant ainsi les communautés juives de la diaspora, et la construction du Juif nouveau nécessite l'anéantissement de la mémoire et de l'identité des diverses émigrations juives et aussi de la diaspora. Et c'est à propos de cela qu'en juin 2023, notre petite association Sœur Tzedek s'est créée justement pour lutter contre cet anéantissement de la mémoire et de l'identité ici que cherche à construire et à faire Israël et les gouvernements israéliens. Puisque avec diverses cultures, les yiddishisants n'ont pas la même culture que les juifs des pays arabes. Et c'est cette diversité qui est intéressante. Mais Israël veut tout aplanir pour former une culture unique et détruire les mémoires ce qu'on appelle donc les diasporas des différents pays du monde. Donc, aux arguments que je vous ai mentionnés, que disent les juifs antisionistes? Alors, ils sont d'abord tous juifs, religieux ou laïcs, s'opposent à l'idée du rassemblement des juifs sur un même territoire, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un territoire en Palestine où il y a des gens qui y habitent déjà. Alors, par exemple, nous citons dans notre livre l'American Israelite, qui est le premier journal du judaïsme réformé américain, qui écrira dans un éditorial en 1902 « Les sionistes ne voient rien dans l'admiration que leur propagande inspire parmi nombre d'antisémites, mais il faut qu'ils comprennent que leur proclamation ostentatoire d'une nationalité juive qui ne peut se satisfaire que d'un État juif revient tout bonnement à s'en remettre aux ennemis de leur race. » Le concept de nationalité juive est étranger aux juifs pratiquants dont la judéité tient à la tradition religieuse. Mais des laïcs aussi donc s'opposent à l'idée d'une nation juive, appelant à la création d'un État. Ainsi, le Bund, qui était le grand mouvement internationaliste juif de Russie, Pologne et Lituanie, accuse le sionisme de miser ouvertement sur la carte antisémite. Ce mouvement donc socialiste des travailleurs juifs de Russie, Pologne et Lituanie s'est résolument opposé au sionisme dès sa création en 1897, la même année que le premier congrès
sioniste mondial à Bâle. Et il a milité pour la reconnaissance d'une nationalité juive au sens des nationalités reconnues comme minorités dans l'Empire russe et pour la participation du mouvement ouvrier à la lutte des classes plutôt qu'à ce qu'il considère comme une fuite en avant au service de la bourgeoisie juive. Henrik Ehrlich, était un des dirigeants du Bund et il écrit en 1938, il y a un de ses articles dans notre livre, « Les dirigeants du mouvement sioniste ont commencé à miser ouvertement sur la carte antisémite. La folle idée leur trotte aujourd'hui dans la tête de former un bloc de pays ayant un régime antisémite comme allié du sionisme, comme force pouvant aider le sionisme à exercer une pression sur le gouvernement anglais. » Parce qu'on est en 1938 là. Donc des juifs laïcs s'opposent au projet sioniste parce qu'ils sont favorables à l'assimilation dans les pays où ils se trouvent. Donc il y a 4 catégories on a identifié 4 catégories de juifs antisionistes. Les religieux, qu'ils soient orthodoxes ou libéraux, les assimilationnistes, les humanistes et les internationalistes et progressistes internationalistes. Et donc parmi les assimilationnistes, il existe un écrivain, poète et journaliste viennois que vous connaissez peut-être, Karl Kraus, dont nous avons mis un de ses textes dans le livre, qui fustige en 1898 l'alliance des propagateurs du sionisme avec les chrétiens sociaux notoirement antisémites. Il observe que les étudiants nationalistes juifs lancent le mot d'ordre « dehors les juifs » qui ne peut que plaire à leurs alliés. Et il faut se rappeler que fin 19e, début 20e siècle, les juifs européens, à part la France où les juifs ont été émancipés en 1791, leur émancipation était très récente. Ils étaient devenus des citoyens à part entière et égaux aux autres citoyens des pays dans lesquels ils vivaient depuis peu de temps. Donc les assimilationnistes refusaient catégoriquement cette solution de l'État juif parce qu'ils voulaient vivre dans les pays dans lesquels ils vivaient et lutter éventuellement dans les pays dans lesquels ils vivaient. Il y a une autre catégorie qui est la catégorie des humanistes. Alors dans cette catégorie, on peut mettre Martin Buber, Gershom Scholem, Hannah Arendt et le créateur de l'université de Jérusalem, Magnès. Donc qui, eux, quand ils sont arrivés, à part Hannah Arendt, quand ils sont arrivés en Palestine dans les années 1920, ont vu qu'il y avait des habitants là-bas et ont dit il faut absolument vivre avec ceux qui habitent cette terre. C'est ce qui s'est appelé le sionisme culturel et qui a perdu la partie, d'abord par rapport au sionisme socialiste, celui des kibbutz, puis jusqu'en 1977, et puis le sionisme révisionniste de droite, qui a la main quasiment depuis 1977, à part une petite parenthèse. Donc les opposants au sionisme des débuts voient clairement que la démarche des promoteurs du sionisme prend appui sur la détestation des juifs dans un certain nombre de pays occidentaux. Et comme disait Herzl dans son fameux livre « L'État des Juifs », il sera à peine utile de faire de grands efforts pour activer le mouvement d'émigration, les antisémites s'en chargent. Contre la déclaration Balfour, le seul ministre juif du gouvernement de Lloyd George, dans lequel donc Balfour était le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Edwin Samuel Montagu. Alors, je ne sais pas comment il faut prononcer Montagu, donc je le prononce à la française, a écrit un mémorandum qui est également dans notre livre, le mémorandum sur l'antisémitisme du gouvernement britannique actuel. Et il y écrit notamment que si le projet sioniste se réalise, tout juif aura le choix, quel que soit le pays auquel il appartient, quel que soit le pays qu'il aime, quel que soit le pays qu'il considère comme partie intégrante de lui-même, entre aller vivre avec un peuple qui lui est étranger, mais auquel ses compatriotes chrétiens lui ont dit qu'il appartenait, ou rester dans le pays auquel il pensait appartenir comme un hôte indésirable.
Et en fait, on a la même position au Proche-Orient. Hein. Les juifs arabes ont la même position, notamment les communistes. Hein, les juifs, on a mis le texte de la Ligue juive contre le sionisme égyptienne et contre la Ligue juive égyptienne contre le sionisme irakien. C'est intéressant de voir leur position. L'une en 1947 et l'autre en 1946. Donc, ils s'opposent à la création de l'État israélien. Alors bien sûr, l'opposition a été beaucoup plus virulente avant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'antisionisme juif a continué à exister, mais il a eu du mal pendant une certaine période et bon, surtout après 1967, il est redevenu beaucoup plus fort, même si c'est une toute petite minorité malheureusement. Il y a un psychiatre américain en 2007 qui qualifiait le sionisme de mauvais tournant dans l'histoire du peuple juif, disant qu'il a entraîné une dégradation spirituelle, éthique et intellectuelle et que sa disparition pacifique peut annoncer un grand renouveau du peuple et de sa culture. Donc il y a vraiment il y a des extrêmes encore plus grands, je n'aurai pas le temps de tout vous dire, mais vous pouvez lire le livre. Donc il faut souligner l'attachement de nombreux juifs dans leur opposition au sionisme à leur appartenance juive. Ce n'est pas parce qu'on est antisioniste qu'on ne s'identifie pas avec une condition juive qui peut être variée, qui peut aller de l'athéisme à pratiquer, pas la pratication, à pratiquer. Donc cela va contre les accusations des sionistes qui traitent les juifs antisionistes d'antisémites. Non, il y a une pratique juive des antisionistes et une recherche d'un renouveau de culture, comme souhaitait le faire Tzedek à sa création. Malheureusement, il n'a pas pu le faire, puisque la guerre de 7 octobre, enfin du 8 octobre est tout de suite arrivée, et donc il s'est aussi mis dans la lutte contre cette défense inconditionnelle d'Israël. Donc ça, c'est un point crucial, hein, car une grande partie de la propagande israélienne s'évertue à mettre en avant la centralité d'Israël, alors qu'un certain nombre des auteurs disent pourquoi pas, Israël pourrait être, dans le cas d'un État fédéral ou autre, une communauté juive comme une autre, mais pas la centralité du judaïsme, puisque de toute façon, tel qu'il est actuellement, il dénature le judaïsme. Alors, il y a dans notre livre 2 auteurs, Marcello Swirsky et Ronen Barrier, le premier historien et le deuxième politologue. Le premier historien et politologue et le deuxième architecte, qui rappellent que dès la fin du XIXe siècle, les premières vagues d'immigrants ont instauré des pratiques séparatistes. Donc l'apartheid et l'exclusion est intimement liée au sionisme. Donc il déplore que la colonisation de la Palestine prenne la forme non seulement d'une opposition, mais d'une aspiration à détruire les conditions d'existence des formes de vie traditionnelles dans ce pays, y compris les Palestiniens juifs qui habitaient là depuis des générations. De même, Marchavski fait de nouveau référence à ce juif nouveau qui doit émerger du juif diasporique et qui, donc, pour ce faire, doit anéantir la mémoire et l'identité culturelle des différentes immigrations. Donc le livre montre, et c'est un outil pour tous ceux qui veulent défendre l'égalité des droits dans l'ensemble de la Palestine historique, que critiquer Israël ne relève pas de l'antisémitisme, mais de la liberté d'expression et de la liberté académique. Le signe d'égalité placé entre ces deux termes, antisionisme et antisémitisme, constitue un véritable déni d'histoire, une forme de révisionnisme qui veut effacer, comme a tenté de le faire le sionisme lui-même, toute trace de la longue tradition juive, religieuse ou séculière, d'opposition à l'idée de l'État-nation juif. Alors la dernière partie, comment identifier un antisionisme qui serait effectivement antisémite d'antisionisme
égalitaire. Ça va aller vite. Hein. Donc l'antisionisme égalitariste correspond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une analyse politique émancipatrice et antiraciste, voire humaniste ou religieuse, qui s'oppose à l'existence d'un État exclusivement juif, c'est-à-dire qui prône donc l'antisionisme, l'égalité des droits de tous ses citoyens en Palestine, Israël. Donc il s'oppose au régime actuel en Israël, j'insiste, au régime. Donc le sionisme défend l'existence d'un État juif en Palestine, un État à souveraineté juive, un État-nation depuis 2018, comme il l'appelle, du peuple juif, sans définir ce qu'est le peuple juif en fait. Donc le sionisme, c'est un sionisme étatique, et le sionisme réellement existant, c'est un sionisme colonial. Un courant minoritaire dont je vous ai peu parlé, mais je prends déjà beaucoup de temps, c'est le sionisme culturel dont je vous ai dit un mot, mais qui n'a pas gagné. Et l'antisionisme égalitaire, il ne peut pas être défini uniquement comme la critique légitime de la politique des gouvernements israéliens. D'ailleurs, certains sionistes sont eux-mêmes très critiques de ces politiques, voire le mouvement qu'il y a eu contre, contre ce que souhaitait faire Netanyahou, réformer le système, enfin la Cour, le nom m'échappe, la Cour, la Cour... Non, en Israël, l'équivalent de notre cour de cassation. Bon, voilà, le mot m'échappe, pardon. Et il y a eu pendant des mois, avant le 7 octobre, si vous vous souvenez, des manifestations tous les samedis contre cette réforme de la justice qui servait les intérêts de Netanyahou. Donc il y a des critiques d'une partie du sionisme, mais l'antisionisme et l'opposition s'oppose à l'existence de l'État juif parce que cet État colonial est incompatible avec le respect des droits des Palestiniens. Il suppose en effet de nier le droit, cet État colonial, ni le droit au retour des réfugiés palestiniens pour maintenir une majorité juive, c'est le problème démographique qui est plus prenant depuis 1967 d'ailleurs. Et l'existence d'un État d'apartheid pour maintenir Israël comme État d'une minorité de la population, ce qui implique une guerre perpétuelle. Donc, mais le mot antisionisme est parfois utilisé pour défendre des orientations antisémites, c'est vrai. Alors comment on peut le distinguer ? Il y a ce qu'on appelle donc les faux antisionismes et qui sont des vrais antisémites. Il y a l'antisionisme qu'on pourrait appeler stalinien. L'antisionisme stalinien est une idéologie et une forme d'antisémitisme qui a émergé en URSS sous Staline, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Et bien que l'Union soviétique ait initialement soutenu la création de l'État d'Israël en 1948, Staline a rapidement changé de cap, utilisant l'antisionisme comme un outil de politique intérieure et étrangère, et il camouflait souvent son antisémitisme en utilisant des prétextes politiques, notamment en accusant les Juifs de cosmopolitisme et de lien avec l'impérialisme. Donc ça, c'est un premier, bon, il existe peut-être moins maintenant, mais allez savoir. Il y a l'antisionisme négationniste, je n'ai pas besoin de vous le définir de manière plus précise. Et il y a l'antisionisme soralo-dieudoniste, Gudard, qui est un complotisme antisémite. Pour Soral, le sionisme serait une réalité transnationale qui gouvernerait le monde, donc c'est le complotisme, qui mènerait une politique économique, une politique sur l'immigration mondiale, une politique sur le genre. Sionisme est ici un nom de code pour désigner le grand complot juif mondial, et sioniste désigne les juifs et juives. Cela n'a rien à voir avec le sionisme qui est un courant politique précis, avec différentes sensibilités, qui défend l'existence d'un État colonial comme État juif à souveraineté juive. Donc, comment distinguer cet antisionisme des antisémites de l'antisionisme égalitaire ? Celui des antisémites, c'est un nom de code pour désigner une prétendue domination juive mondiale. Donc, si quelqu'un parle du sionisme pour une autre question qu'Israël-Palestine, il faut se méfier, et il s'agit en fait sans doute d'un antisémite.
L'antisionisme égalitaire, c'est donc l'opposition, comme je vous l'ai dit, à l'existence de l'État juif parce que colonial, et donc incompatible avec le respect des droits des Palestiniens. Donc pour ne pas exceptionnaliser Israël, rapporter sa critique au colonialisme. Pour ne pas être traité d'antisémite, il faut effectivement se positionner par rapport à la situation réelle, par rapport au sionisme réellement existant, qui est un colonialisme dans le cadre des travaux sur ce qu'on pourrait appeler à la manière anglo-saxonne les colonial studies. Je veux dire, il y a des tas de travaux et c'est clair que le sionisme est un colonialisme de remplacement. Ainsi, vouloir mettre fin à l'existence d'un État exclusivement juif en Palestine n'est pas antisémite et n'implique pas de jeter les Juifs à la mer, mais implique l'égalité des droits de la mer au Jourdain. Merci.